Pendant ce restaurant, en fait, il y avait une salle à l'étage. Ça marchait pas de ouf. Le restaurant marchait pas beaucoup. On avait une salle à l'étage. On dit, il faut qu'on la rentabilise. Il faut qu'on fasse des événements dedans pour la rentabiliser. Donc, on a commencé à faire des concerts et de l'humour, du stand-up. Et moi, je suis monté sur scène pour la première fois dans le restaurant. Et c'était nul. C'était nul, 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 nul. Mais j'ai aimé l'expérience. Je me suis dit, c'est intéressant d'écrire des sketchs. J'ai envie de comprendre pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai cru que c'était si facile que de ça, de faire rire les gens. En fait, merde, j'y arrive pas. Donc, je me suis dit, il faut que je recommence. Je m'appelle certes Mathurin, j'ai 38 ans, avant je faisais du marketing et aujourd'hui je suis humoriste. Mes parents viennent d'Haïti, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, donc ils immigrent dans un pays qui est la France. Donc ils n'ont pas passé parce qu'ils ont quitté le pays qu'ils sont devenus riches d'un coup. Donc les débuts de vie très compliqués, foyer en foyer, des passages dans la rue pour mes parents, des choses comme ça. Moi j'étais petit donc je m'en souviens pas forcément. Ça c'est plus tard que je me suis rendu compte que j'avais une enfance difficile. Sur le moment, tu ne te rends pas compte, ok, t'as pas de console de jeu, tu vas jamais en vacances, mais tous les gens quasiment à côté de chez toi, c'est un peu comme ça, donc c'est un peu après que je me suis rendu compte. Le début de la vie, j'ai grandi dans des endroits, dans des HLM, des endroits, donc ça fait que globalement, tu vis avec des gens qui te ressemblent et tu te rends pas forcément compte. C'est le regard des autres qui donnait l'impression que j'avais pas de thunes, mais j'étais pas pauvre, j'avais juste pas de thunes. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie. Enfin, j'aimais les mots, j'ai toujours aimé les mots, j'adorais les dictées de Bernard Pivot, j'adorais ça. C'était des dictées qu'il y avait tous les ans à la télé et tout, et je la faisais avec mon père et tout. J'ai toujours aimé les mots, mais sans me rendre compte que ça. Donc journaliste, ça m'intéressait un peu, avocat, je regardais un petit peu, je me dis c'est des métiers où tu dois utiliser les mots. Mais après, t'as pas les connaissances, j'avais pas forcément j'étais pas premier de la classe, j'ai des bonnes notes mais pas dans les meilleures. Donc je me souviens toujours quand j'étais en cinquième, la conseillère d'orientation, elle m'a dit non, avocat c'est pas possible pour toi. Donc moi je me suis dit bah c'est pas possible pour moi. J'étais en cinquième. Je me savais qu'il fallait rester à l'école assez longtemps parce que ça faisait avoir des diplômes. De l'école de commerce, ce chemin que j'ai fait, c'est littéralement un chemin de quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Hein. T'es en lycée, t'as ton bac, j'ai eu un bac ES, donc un bac assez généraliste. Je vais en DUT technique de commercialisation, assez généraliste. Après, je regarde les écoles de commerce assez généralistes. Et je me dis, bon, on avance, on verra où la met. Je savais que ça me serait pas un inconvénient d'apprendre ça, mais je savais que c'était pas vers là que j'irais. J'ai rien retenu de ces 4 ans d'école de commerce. Rien retenu. En fait, ça m'a appris à comprendre que si d'ailleurs, aujourd'hui, j'en fais des blagues dans mon spectacle. Je fais l'un des défauts de ma famille. Et l'une des faiblesses de ma famille, c'était en fait, mes parents ne connaissaient personne. Et j'ai un sketch dessus. Et l'école de commerce m'a appris à, en fait, ah oui, eux, ils ont ça parce qu'ils connaissent ces gens-là. C'est pas que je suis plus con qu'eux, c'est que je connais personne, en fait. Si je connais des gens, ça va plus vite. Et j'ai appris ça, j'ai intégré ça un peu. Donc, à être peut-être moins fermé sur moi-même et à m'ouvrir un petit peu plus aux choses. Parce que la vie, c'est que des rencontres et des opportunités. Je travaillais en marketing, je travaillais chez Groupon. C'était mon premier job, c'était les débuts de Groupon. Et fallait faire des offres commerciales pour pouvoir vendre aux gens. Et on envoyait des mails, des newsletters à des millions de personnes. Donc, c'était du market. Comment vendre, quel titre mettre à cette newsletter-là, comment faire en sorte, combien d'achats je peux faire, combien de réductions on peut faire, vraiment du market, quoi. Après ça, j'ai travaillé dans la presse, en chef de projet marketing pour Prisma, Capital, Management, Géo, ça m'intéresse. Ça, j'adorais. Donc, ça mélangeait un truc que j'aimais bien, l'édition, la presse, les mots. Un jour, j'ai décidé d'arrêter le marketing avec mes potes parce que on se mentait à nous-mêmes. Ça se voyait. On faisait notre taf. On était censé avoir réussi notre vie. On avait un costume et tout. Et on s'en foutait de ce qu'on faisait. Ça nous intéressait pas. Je me levais toute la journée j'en avais marre, et on s'est dit, on jouait à FIFA, je me souviens très bien. Les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On n'est pas cons, on n'a pas de thunes, mais ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a eu des idées de business. Je sais pas, ouvrir un magasin de boutique de nettoyage de chaussures, ouvrir une laverie automatique avec des concerts le soir. Plein d'idées. Ouvrir une pizzeria à la part. Et plein d'idées. Et on a regardé toutes nos idées, on s'est dit que laquelle serait la plus cool, laquelle nous plairait le plus. L'idée qu'on valide finalement, c'est l'idée du pizza à la part. Un de mes potes à moi avait vécu en Italie pendant un moment. Et on va à Rome, 3-4 jours, manger toutes les pizzas qu'on peut trouver, pour voir un peu les goûts, les différentes saveurs et tout. Et on revient avec cette idée-là. On se dit, on va essayer de faire un bar à pizza, donc pizza à la part. Donc au début, c'est qu'une idée, mais on avance, on fait un dossier, on a une bourse de, je sais plus comment ça, par initiative, de 30 000 euros. Cette bourse, ça nous permet d'avoir un prêt derrière d'une banque. Et en fait, on se retrouve à 26 ans, propriétaire d'un 150 mètres carrés sur les grands boulevards à Paris, alors qu'on n'avait pas de thune à la base, on avait juste une idée.
On a appris quasiment, moi je faisais les desserts tous les matins, je faisais les desserts, je me réveillais à 4 heures du mat pour faire des desserts, mais on faisait quasiment tout nous-mêmes, l'événementiel on faisait nous-mêmes, la comptabilité, en fait, moi j'étais plus suédois en marketing, Stan est en finance et Mathieu aux achats. Mathieu il achetait toute la bouffe, il allait à Rungis, il faisait tout ça. Donc on avait le trio idéal en fait pour faire ça, et on a recruté les bonnes personnes pour la cuisine. Pendant ce restaurant, en fait, il y avait une salle à l'étage. Ça marchait pas de ouf. Le restaurant marchait pas beaucoup. On avait une salle à l'étage. On dit, il faut qu'on la rentabilise. Il faut qu'on fasse des événements dedans pour la rentabiliser. Donc, on a commencé à faire des concerts et de l'humour, du stand-up. Donc, et c'est là où on a commencé. C'était en face du Jamel Comedy Club. On a commencé à voir des humoristes venir chez nous. Des gens comme Bounaimin, Farid, Paul Taylor, aujourd'hui qui sont des artistes beaucoup plus connus. Et moi, je suis monté sur scène pour la première fois dans le restaurant. Et c'était nul. Mais j'ai aimé l'expérience. Je me suis dit, c'est intéressant d'écrire des sketchs. J'ai envie de comprendre pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai cru que c'était si facile que de ça, de faire rire les gens. En fait, merde, j'y arrive pas. Donc, je me suis dit, il faut que je recommence. J'ai raté. Je me dis, il faut que je recommence pour le challenge personnel. Et en fait, quand ah, d'accord. En fait, c'est de la musique, l'humour. Ah, nanana, paf. Ah, ça, tu crois que cette référence, tu fais rire tes potes, mais ils rigolent. Parce que vous avez un socle commun de références communes. Mais ces personnes-là, elles te connaissent pas. Pourquoi ils rigoleraient à tes bagues-là? Et donc, j'ai commencé à théoriser un peu le truc. Et j'ai surtout apprécié voir des gens rire. Je me suis dit, mais attends, mais c'est trop agréable. Même si au début, c'est des petits rires et tout, il y a une espèce de truc qui est hyper, même quand t'es avec des amis, tu fais rire tous tes potes, c'est très agréable. Donc, c'est tous ces petits trucs-là qui, au début, c'était juste des envies, des petites intuitions. Et j'ai continué. Parce qu'en fait, le métier de journée me plaisait pas. Et ça me plaisait plus. J'ai dit, on va voir ce que ça donne, parce qu'au début, je gagnais pas d'argent. Il fallait que je rembourse mon prêt. Donc, je travaillais encore. Mais je vais professionnaliser. Et au début, c'est un peu comme ça. Et comme j'aime écrire, ben après ça devient une blague, deux blagues, 10 minutes de blague, plus 15 minutes, 30 minutes, 45. Putain, j'ai un spectacle en fait. Et quand tu as un spectacle, tu commences à devenir un peu plus professionnel. Et à la fin du restaurant, quand on a fermé, parce que voilà, ça marchait pas assez, et il y avait des problèmes financiers et tout, fallait retourner en entreprise. Donc je suis retourné en entreprise au Galeries Lafayette, je travaillais en marketing au Galeries Lafayette. Je me suis dit, attends, c'était pas mal ce truc d'humour en fait. Et donc j'ai là commencé à bosser, continuer à bosser, fait de la scène le soir. Et je faisais les deux. Donc, bosser, scène, j'allais à gauche, à droite. Il n'y avait pas beaucoup de... Tous les comedy clubs qu'il y a aujourd'hui, ils n'existaient pas il y a 10 ans, 12 ans dans Paris. Le Paname existait, c'était le seul, avec le Jamel Comedy Club. Mais le Fridge, le Sarfati, la scène Barbès, ça n'existait pas. Donc, c'était... Au début, tu jouais pour que tu allais gagner 5 euros, 8 euros. Parfois, tu jouais même, tu perdais de l'argent parce que tu avais dépensé de l'argent pour aller jouer. Et donc, j'ai tenu. J'ai trouvé ça, en fait, il n'y avait pas d'économie. Mais c'était plaisant. Il y avait une espèce d'énergie. Les humoristes, qui sont aujourd'hui toujours mes potes. J'ai rencontré des gens comme Laura Domange, Pierre Thévenoud, Jamil Le Schlag, qui sont aujourd'hui toujours mes amis. Franjo, qui est ma génération En fait, il y avait cette espèce d'effervescence. Et j'ai continué. Pendant 3 ans, j'ai travaillé en entreprise. Et après, le soir, j'allais sur scène. Après, j'ai arrêté l'entreprise parce que ça me prenait trop de temps et ça me saoulait, franchement. Et donc, j'ai commencé à être livreur à vélo la journée et je faisais des cours d'échecs l'après-midi aux enfants. Et le soir, j'allais sur scène. J'ai commencé l'humour en 2014 et j'ai arrêté en 2019. Donc, 5 ans, il va faire les deux. Et là, ça va faire 5-6 ans que je suis que humoriste et producteur. Je pouvais pas en vivre, c'était galère. Je pouvais pas en vivre quand j'ai arrêté en 2019. C'était galère, j'allais sur le canapé de ma sœur et tout. C'était pas facile, mais en fait, l'humour est comme beaucoup d'activités artistiques ou sportives. Si tu donnes pas 100%, il te donnera pas 100%. Il faut que tu donnes, il faut que tu acceptes de donner une part de toi. Et ceux qui viennent faire de l'humour comme ça en dilettante, ça va pas marcher, ça va pas prendre. C'est bizarre, hein, mais c'est une espèce d'équation qui est valable pour beaucoup de choses. Ça demande de l'abnégation, ça demande de mettre, c'est une passion, sois passionné. Donc, je savais que je ratais des trucs, ouais, certes, il y a un truc, un plan à Rouen ou un truc, je peux pas parce que je travaille. Donc, il fallait que je prenne le risque, c'était pas des plans payés de fou, mais il fallait que je prenne le risque de pas avoir de travail pour pouvoir être libre pour ça. Et en ne refusant pas les trucs tout le temps, parce que tu dois aller au travail ou je sais pas quoi, t'as accès à plus de trucs. Donc, il faut que tu acceptes parce que cette période-là, tu sais pas combien de temps elle va durer. Et c'est pour ça que j'ai trouvé des jobs beaucoup moins contraignants. Livreur à vélo, si je recevais mes courses, si je veux pas me connecter, je me connecte pas et je travaille pas. Les cours, je donnais des cours d'échecs à des enfants de 16h à 17h30. Bon, voilà, le reste du temps, ça me laisse le temps pour aller faire autre chose. Donc, il fallait que je puisse avoir des activités qui me permettraient de mettre l'humour en numéro 1. Parce que quand tu commences ce métier,
T'as pas 36 trucs, il faut que tu joues tout le temps. Faut que tu joues, c'est un sport. Faut que tu joues. Même si c'est des lieux nuls, il faut jouer, il faut que tu ailles dans des chichas, tu vas dans des boulangeries, tu fais des comités d'entreprise, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est d'être sur la scène, de jouer devant des gens et de comprendre pourquoi ça va pas marcher. Parce qu'au début, ça marche pas beaucoup, ça marche pas souvent. Au début, tu marches une fois sur 5, après tu marches 2 fois sur 5, puis tu marches 3 fois sur 10, puis 5 fois sur 10, et tu finis par progresser. Et pour progresser, il faut que tu joues. C'est un sport. Quelqu'un qui est marrant à la base, c'est tant mieux pour lui, mais c'est un sport. Non, c'est vraiment un job. Et en fait, c'est une partie qu'on masque volontairement. Parce que, comme beaucoup de métiers artistiques, t'as pas envie de voir le danseur décortiquer ses pas. Tu veux le voir danser. Tu veux pas voir le chanteur me dire là, c'est un Fa dièse, un B mineur. T'as pas envie de voir ça. Tu veux juste voir quelqu'un qui chante trop bien. L'humour, c'est pareil. Tu veux pas voir les trucs derrière. Et pour pas que tu les vois, faut qu'on surmaîtrise notre métier. Quand tu commences dans l'humour, c'est pas facile de trouver des lieux qui acceptent que tu joues. Donc la plupart du temps, les humoristes, ils créent leur petit plateau tout seuls pour se faire un petit réseau, pour se montrer aux autres, pour inviter d'autres humoristes. Ouais, t'as vu, je t'ai rendu service, tu m'en as service au moment. C'est un petit peu comme ça, au démarrage. En tout cas, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'autre manière. Aujourd'hui, il y a les réseaux, donc si tu as un peu d'abonnés, le lieu il va dire allez, tu viens jouer, même si t'es pas encore drôle, tu apprendras le métier ici. Il dira il a 100 000 abonnés, même s'il n'est pas encore marrant, il va devenir marrant chez moi. Et comme ça, quand il montera, il aura un peu allégeance dans le lieu. Aujourd'hui, c'est un peu plus comme ça. Aujourd'hui, même, t'es rémunéré. Enfin, aujourd'hui, les comedy clubs, t'es payé soit en facture, soit en cachet. Ça, depuis, après le Covid, ça s'est professionnalisé de manière incroyable. En fait, le stand-up a pété grâce, il y a une série drôle, il y a eu plein de stand-up, tout le monde a regardé du stand-up sur Netflix. Donc, ça fait que tous les comedy clubs, en soi, il y a un avant et après Covid. Après Covid, tous les comedy clubs qu'on a ouverts sont devenus professionnels. Kev Adams en a ouvert un, Baptiste Le Caplin en a ouvert un, Farid en a ouvert un, Charles Soignon en a ouvert un également. Et tous ces humoristes pros, ils ont ouvert des comedy clubs en disant on va pas faire comme avant où c'était au chapeau, à l'arrache. Les humoristes, on avait des matelas avec des billets et des pièces chez nous. On va professionnaliser un petit peu, faire des cachets et des factures. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les humoristes, quand tu joues dans un comedy club, t'es payé. 50, 60, 70 euros, mais ton passage est payé en tout cas. En fait, le stand-up a grandi en même temps que nous. Je suis de la génération où on a vu notre métier, quand on a commencé, il y avait personne qui vivait de ça, à part Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh. Et aujourd'hui, t'as un petit mec qui peut en vivre. Donc nous, on a vu notre métier grandir et s'élargir. Et la francophonie, mine de rien, des Français, il y en a partout sur Terre. Pas un pays au monde, il n'y a pas de gens qui parlent pas français. Donc, tu peux jouer du stand-up en français partout dans le monde. Pour partir en tournée, quand tu commences, que tu t'es pas produit, comme moi, que tu te produis tout seul, c'est beaucoup de réseaux. Là, je le vois, c'est mon 4e spectacle avec qui je pars un petit peu en tournée. C'est plus facile aujourd'hui. Clairement, ça coûte de la thune. Là, par exemple, j'ai commencé ma tournée, ça fait un mois que j'ai commencé le spectacle. J'ai commencé le 16 janvier avec Toulouse. Après, je suis parti, là, je vais à Aix-en-Provence ce week-end. J'étais le week-end d'avant, j'étais à Antibes. Avant, j'étais à Bruxelles, à Nantes dimanche. Enfin bref, toi, ça s'enchaîne. J'ai toujours pas touché les thunes de ces dates-là. J'ai acheté tous les billets de train, les billets d'hôtel. J'ai pas encore récupéré l'argent. Donc toi, c'est avancer de l'argent, mine de rien. Donc oui, ça a des coûts. Ça a des coûts d'acheter 20 tickets de train par mois. Ça te coûte 2 000, 3 000 euros par mois, très rapidement. Donc il faut pouvoir avancer cet argent. Comme le restaurant, c'est toujours une question de trésorerie. Ouais, j'ai commencé à m'en sortir, à moins galérer. Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait... après Covid, 2021, 2022, 2021. C'est à partir d'une histoire d'argent que ça a commencé à prendre ma tournée, parce que le spectacle, il intéressait les gens. Putain, un spectacle sur l'argent, ça intéresse. Donc j'ai eu plein d'interviews, plein de podcasts. Donc ça a fait qu'il a eu de la visibilité. Et je l'ai vendu à Comédie Plus, donc il est sur MyCanal actuellement, ce spectacle-là. Donc c'est à partir de ce spectacle-là que j'ai eu on m'a donné un peu d'argent pour le spectacle, pour me l'acheter. Donc j'ai eu un gros billet qui arrivait d'un coup. Et en fait, ça m'a fait avoir un fonds de roulement que je n'avais pas avant. Avant, c'était un peu que de la survie. Là, j'ai eu 30 ou 40 000 euros qui sont rentrés d'un coup. C'est pas énorme, mais ça m'a permis un peu d'air. Et donc continuer à travailler tout en ayant un peu moins de pression. Et le suite d'après, la fièvre, je l'ai également vendu. Donc maintenant, ça fait que progresser, entre guillemets. Je pense que la casquette producteur m'a aidé. Je me suis pas diversifié parce que la scène ne suffisait pas, c'est juste que j'aime trop tout comprendre. Et l'industrie, l'humour, j'aime trop le métier d'humoriste, mais comment ça fonctionne? Combien ça coûte une salle? Comment on fait une tournée? C'est quoi Et j'ai rapidement aimé ça, donc j'ai monté ma boîte de production
un peu avant le Covid également, avec les mêmes potes d'ailleurs que le restaurant, et un autre gars, parce qu'on a rapidement compris comment ça fonctionnait, et on a commencé à bosser pour des chaînes, on a produit des shows pour Canal+, pour M6, et en fait, le réseau des spectacles que je produisais m'a aidé moi également en tant qu'artiste. Et vice versa d'ailleurs. Tu es intermittent quand tu commences ta carrière, mais très rapidement tu ne l'es plus. Pour une raison très simple, c'est qu'un humoriste, ça joue énormément. Ça joue 10 000 fois plus qu'un chanteur. Ce soir, j'ai joué 4 fois. Donc ça veut dire que je peux faire 4 cachets. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, 3 semaines, je peux arriver au maximum d'intermittence, qui sont les 47 cachets. Donc en fait, très rapidement, un humoriste, il crée une boîte de production pour être son propre artiste, parce que en fait, ça n'a pas d'intérêt d'être intermittent. Être mon propre patron, être producteur de soi-même et artiste, moi j'aime trop ça, parce que ça me stimule moi-même. C'est pas facile tout le temps parce que on est en France et la paperasse française, elle est incroyable. L'administration, il y a des trucs. T'as tout le temps des sigles qui t'envoient des lettres. Tu sais pas ce que c'est, mais il faut les payer. Donc t'as beaucoup de trucs comme ça. Mais en soi, c'est toi qui mets de l'essence dans ton moteur. C'est-à-dire que je me dis, voilà, je vais faire telle tournée, j'ai tel objectif avec ce spectacle-là. Comment je peux faire pour y arriver? Et donc c'est moi qui ai l'objectif et c'est moi qui dois mettre les moyens. Qu'est-ce que je dois payer pour ça? Qui doit m'aider pour ça? Qu'est-ce que je fais ce que je peux pour artistiquement, comment je dois travailler le spectacle pour pouvoir arriver à mon objectif qui est de faire la tournée dans toute la France, faire l'Olympia dans un an, j'en sais rien, quel que soit l'objectif. C'est mon objectif, donc c'est moi qui me dois démerder pour y arriver, quoi. Le stand-up est en pleine croissance, donc clairement, cette période-là, elle va pas durer, comme tout, hein, c'est comme n'importe quel secteur. Et tous les lieux qui ouvrent, tous les artistes qu'il y a, ça va se calmer. Mais là, on est en plein dedans, les gens veulent rire parce que le monde est compliqué. Et je sais plus qui, c'est Charles Sono qui disait, on aura du travail tant que le monde ne va pas bien. Je crois qu'on aura du travail encore pendant un petit moment. Hein. Être sur scène, c'est ce que je préfère, plus que la télé ou la radio, les chroniques, parce qu'il y a des gens en face de toi. Et moi, je préfère jouer 100 fois dans une salle de 100 personnes qu'une fois dans une salle de 10 000 personnes. Parce que je viens de l'époque où on jouait devant 6, 8, 10 personnes. C'est pas bien parce que tu ne peux pas vivre et manger avec ça. Mais je suis vraiment fan de la scène pure, de voir les gens. Je fais vraiment ça pour les gens. Je fais vraiment ce métier pour les gens. J'aime les voir. J'aime après discuter un petit peu avec eux. Et ça, j'ai tourné dans des séries, dans les films. C'est pas la même chose. Il y a pas cette proximité avec les gens. Ces yeux qui rient, ces yeux qui pleurent parfois, parce que dans mes spectacles, il peut y avoir des pleurs parfois. Et au début, j'en avais un peu peur d'ailleurs. Maintenant, j'en ai pas peur. C'est pas grave. Les émotions, hein, elles se mélangent. Il y a que la scène qui peut te procurer ça. Donc, c'est fait que je me rends compte que je pourrais faire ça jusqu'à 90 ans, hein, si je peux, si la vie m'en permet. Aujourd'hui, j'en suis dans ma carrière à un moment très intéressant parce que les galères du début, elles sont finies. Mon nom, il est en place, donc je suis pas une star, mais je suis bien en place. J'ai fait toutes les émissions de télé qui existaient, de France Inter, en passant par Montreux, Jamel Comedy Club, Canal+, 60, j'ai fait tout ça. Donc, moi, j'ai plus ce truc à prouver. Le seul truc que j'ai approuvé, c'est moi-même avec mon spectacle. Et là, et ça fait que mon spectacle actuel, c'est mon meilleur spectacle. Je le sens, je le vois. J'ai commencé depuis il y a qu'un mois. L'impact, il est beaucoup plus fort que ceux que j'avais avant. Alors que je m'étais donné aussi. Hein. Donc là, c'est assez agréable. C'est assez agréable parce que je peux faire en sorte de faire je pense peut-être avoir un Molière avec ce spectacle-là. J'y pensais même pas avant. Je me dis, ce spectacle-là, la manière dont je l'ai écrit, la manière dont il peut aller jusque-là. Et donc, j'ai envie vraiment de créer un beau spectacle qui touche les gens et qui questionne la famille, parce que pour moi, c'est une des bases de notre société, la famille. Et après, dans 2-3 ans, j'aurai fini, je déménage avec mon fils et avec ma copine, et on va aller faire du stand-up en anglais, en espagnol, et continuer à apprendre le monde. Mon projet, alors, je peux parler en humour, mais en fait, j'ai un projet un peu plus long, plus large même que l'humour. Je suis, en plus d'être humoriste et producteur, je suis président de 3 associations, 3 structures, enfin vice-président et président. Un club d'échecs pour enfants, Haïti Futur, qui s'occupe on s'occupe de 500 écoles en Haïti, et vice-président d'une association qui s'appelle Le Grand Bain, dans laquelle on fait de la mixité sociale entre écoles. Mon projet de vie, c'est de voyager pour continuer à comprendre notre humanité. Je veux le faire en anglais, en espagnol, en plus du français. Je veux me rapprocher d'Haïti, essayer d'aider le pays au maximum. Je pense que je vais être quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Et il y a une phrase qui dit que le mal se développe à cause de l'inaction des gens de bien. Quand tu considères être
quelqu'un de bien, tu te dois de me faire le bien. En faisant de l'humour, je fais un peu à ma part. Mais en faisant de l'humour, surtout, je comprends un peu mieux le monde. Il y a plein d'associations où les gens, ils sont pas, c'est comme une entreprise, comme une famille, c'est comme tout. Si jamais tu te remets pas à jour, tu comprends pas comment le monde y avance, en fait, tu te retrouves rapidement déconnecté. Et j'ai pas envie. J'ai envie de, demain, il y a la crypto qui arrive. J'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Et peut-être que ce sera ça qui aidera Haïti aussi à se développer. Et l'humour me permet d'être curieux sur tout ça. Donc, ça m'enrichit en tant que personne pour les décisions que je devrais prendre plus tard. Parce que mes associations prennent de plus en plus le pas. Et un jour, je ferai juste des spectacles une fois de temps en temps. Je ferai un mix peut-être de tous mes spectacles. Mais je ferai ce que je pense, je suis destiné pour, c'est faire en sorte des actions pour que les jeunes de demain fassent mieux que les adultes d'aujourd'hui. Dans les années à venir, je pense qu'il y aura un changement, qui est qu'il y aura une espèce de saturation. Il y aura plus de lieux qui ouvriront. Les humoristes qui voudront rentrer, ce sera hyper difficile. Comme c'était au tout début quand on a commencé. Là, c'est plus facile parce que t'as les réseaux et tout. Les réseaux aussi vont saturer un petit peu. Je dis pas que ça va disparaître, mais ça va saturer. Et donc là, il y aura moins de lieux, moins d'artistes qui rentrent. Donc les places, elles seront très chères. Elles seront chères. Ceux qui seront en place, ce sera trop bien pour eux. Mais les autres qui voudront rentrer, ça va être très compliqué. Ça arrivera pour moi dans 5-6 ans. Si j'avais un conseil à donner à un humoriste qui commence aujourd'hui, c'est de ne pas avoir trop d'ego. Ton but, quand tu commences, c'est de jouer. Et ne considère pas que tu es plus fort que ce que tu es. C'est pas à toi de le décider. Quand tu viens de commencer, parce que tu as fait rire des potes, que tu es marrant sur scène. C'est un job humoriste. Donc joue partout. Même si on te dit, ouais, t'es pas payé, va jouer. Ton ego, tu le prendras plus tard. Tu l'auras plus tard. Quand tu commences, pendant ta première année, tes 2 premières années, joue. Pas d'ego. Apprends le métier. Apprends à tenir devant des gens. Apprends à tenir sur scène. Apprends à comprendre la musique de l'humour. Apprends à comprendre pourquoi ça c'est drôle. Pourquoi ça c'est pas drôle. Apprends à comprendre pourquoi ça vexe. Pourquoi ça vexe pas. Ça prend du temps à le comprendre. Donc pas d'ego. Pas trop pressé. La patience. Et joue le maximum. C'est un métier. Tu peux pas dire que t'es un footballeur parce que t'as regardé 25 matchs de foot à la télé. Non, un footballeur, c'est quelqu'un qui fait du foot. Un sportif ou un artiste, c'est quelqu'un qui pratique l'art. Et pratique le galère, rate, tombe, bide. Et ensuite, tu comprendras pourquoi, et ça t'arrivera de moins en moins. Mais c'est le conseil que j'ai à donner. Il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui commencent parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés et tout. Ils disent, ouais, mais j'ai des abonnés. Oh, je m'en bats les steaks que t'aies des abonnés. Un humoriste professionnel, c'est pas quelqu'un qui a des abonnés. Faire rire devant une caméra, c'est pas pareil que faire rire 100 personnes devant toi. Les personnes devant toi, elles te connaissent pas. Elles ont pas choisi de te suivre. En général, elles viennent dans un comedy club, elles savent pas qui il y aura. C'est à toi de les convaincre. Donc, et pour ça, c'est l'humilité et comprendre que le rire est universel, mais il faut trouver les clés de l'universalité.